Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nouvelle semaine, nouveau numéro de votre magazine Le Point qui reçoit pour vous ce soir le président national de l'Union nationale démocrate fédéraliste, un parti membre de l'opposition. Il est également secrétaire général de la plateforme Ensemble, plateforme dont Moïse Katumbi est candidat à la présidentielle. Bienvenue, honorable Christian Mwando Kaboulou. Merci. J'ai bien prononcé votre nom. Hein? Oui, bien sûr. J'ai dit que vous êtes secrétaire général adjoint de Ensemble. C'est une plateforme électorale. Les dépôts de candidatures pour la députation provinciale, c'est pour bientôt, dans quelques jours. Et pour la présidentielle et la députation nationale, c'est dans pratiquement 1 mois et demi. Ensemble est prêt? Bien sûr, Ensemble est tout à fait prêt. Nous sommes déjà à l'étape d'harmonisation des listes au niveau des plateformes électorales, parce que vous savez que Ensemble est composé des plateformes électorales qui vont présenter des candidats et nous sommes au niveau d'harmonisation des candidatures au niveau provincial et au niveau national. Mais pourquoi, quelle est la raison d'être alors du point de presse du vice-président d'Ensemble hier? Parce que les élections, vous croyez aux élections, on y va, et pourquoi alors pleurnicher autour des élections? Je ne pense pas qu'il s'agit de pleurnicher ici, il est simple. Il faut mettre en garde le pouvoir aujourd'hui parce qu'on est prêt à aller aux élections, on a préparé les listes électorales. Mais on ne va pas aller à n'importe quelles élections parce qu'il ne faut pas que les gens croient, principalement la mouvance présidentielle, que si nous disons que nous allons aux élections, ils peuvent organiser n'importe quelles élections. Non. Aujourd'hui, nous insistons, et le vice-président Lumbi l'a dit hier, nous insistons sur les mesures de décrispation politique, nous insistons sur l'inclusivité de ces élections, nous insistons sur la transparence de ces élections avec l'annulation de la machine à voter et la sortie des personnes qui ont été enregistrées sans empreinte notamment. Donc c'est cela qui va permettre que les élections se fassent de manière normale. Les prisonniers politiques doivent sortir, Moïse Katumbi doit rentrer, Mbusa Nyamusi doit rentrer, et ça va permettre l'inclusivité et la possibilité pour les Congolais de se choisir librement et en toute transparence leurs futurs dirigeants. Parlons de la transparence de ces élections, mais la CENI est claire, avec la machine à voter, il y aura transparence. Mais je ne sais pas pourquoi la CENI, qui n'est que le pouvoir organisateur, va se mettre à insister sur une machine qui n'a jamais été utilisée nulle part au monde, qui va être utilisée pour la première fois chez nous, parce que Nanga s'est vanté que c'était sa conception à lui, et on fait une conception alors qu'on est déjà au-delà du délai de l'organisation des élections, et les Nations Unies, l'Union africaine et nous-mêmes les protagonistes, nous demandons que cette machine ne soit pas utilisée. Vous avez suivi vous-même, je crois que c'est dans votre émission, que le pasteur Mulunda lui-même, qui ne peut pas être soupçonné d'être un opposant, a jugé l'inopportunité d'utiliser cette machine parce que c'est une machine qui va créer la confusion, c'est une machine dont les conditions technologiques de notre pays ne peuvent pas être fiables, et Nanga cherche à nous conduire dans des problèmes, et tout simplement nous pensons qu'il y a un complot pour tricher. Parce que lorsque vous mettez côte à côte le problème de la machine à voter, et vous y ajoutez les personnes enregistrées sans empreinte, il y a quand même beaucoup de choses à redire. La CENI a accepté d'élaguer toutes ces personnes, comme elle avait élagué les doublons et les eh bien, on attend. Vous avez un expert aussi, vous avez envoyé un expert aussi. Bien sûr, nous avons, dans le cadre d'Ensemble, nous avons envoyé un expert à la CENI et qui a travaillé avec les experts de l'OIF. Concrètement, qu'est-ce que vous reprochez? Parce qu'eux, ils disent que c'est une machine à imprimer. Il y aura certes un vote électronique, mais à côté, les urnes ne vont pas disparaître. Concrètement, qu'est-ce que vous craignez? Nous craignons plusieurs choses. La première chose d'abord, c'est que sur le plan de la connaissance électronique à l'intérieur de notre pays, ça pose déjà un problème. Vous savez, il y a des gens qui sont à l'intérieur de notre pays qui n'ont jamais vu même un ordinateur. Alors, vous allez les obliger pour la première fois à découvrir un ordinateur, à commencer à checker sur l'ordinateur ce qu'ils n'ont jamais fait pour choisir le candidat qu'ils devraient choisir. C'est un problème, un problème réel, et nous pensons que ça ne sera pas possible. Deuxièmement,
le fait d'avoir des gens qui n'auront pas une véritable connaissance de la manière dont on utilise la machine seront obligés d'être assistés par d'autres personnes que nous ne maîtrisons pas. Donc nous considérons, deuxièmement, que ça va violer le secret du vote. La personne a le droit d'être seule dans l'urne et de se choisir. Mais à partir du moment où elle doit être assistée, presque 90% des gens vont se retrouver dans ce cas, ça va voter le secret du vote et ça va porter le flanc à des menaces extérieures. Troisièmement, nous reprochons le fait que nous ne savons pas, et nous avons vu, il y a des films que vous avez pu voir en tant que journaliste, au niveau de la Hollande notamment, où on a démontré la possibilité de préenregistrer dans certaines machines des voix, de sorte que quelqu'un peut choisir quelqu'un d'autre, il lui sort une autre personne. Alors, comme nous n'avons pas eu le temps, la CENI, en commençant par la CENI, de mettre fin à toutes ces suspicions, toutes ces menaces, et étant donné que le temps pour tout ça est déjà dépassé, nous avons demandé tout simplement qu'au moins pour cette élection ici, cette machine soit éliminée, parce que c'est une machine qui va porter lieu à des contentieux et à des suspicions qui peuvent être fondées. Et pourquoi Nanga insiste-t-il? D'autant plus que le professeur, le pasteur Mulunda a démontré ici qu'on n'a pas besoin de cette machine pour accélérer les élections, puisque cette machine n'était pas prévue dans le calendrier, et la liste des personnes, les bulletins de vote, ne peut être commandé qu'après la sortie de la liste définitive des candidats. Donc il est encore temps, pour éviter les conflits post-électoraux, que Nanga abandonne cette machine que nous soupçonnons fort d'être l'instrument de tricherie de la mouvance présidentielle. Vous avez parlé aussi de mesures de décrispation, mais le ministère de la Justice a publié des documents libérant plusieurs personnes. Oui, mais... Qui étaient détenues, plus de 100 d'ailleurs. Oui, non, je dirais plus de 1000. Voilà. Plus de 1000, mais justement, il y a un problème avec le ministère de la Justice. Lequel? Parce que le ministère de la Justice libère en désordre les criminels, les Koulouna et autres, pour les faire passer pour des hommes politiques. Ah bon? Lorsque vous regardez l'accord, mais il y a des personnes emblématiques qui ne sont pas plus de 10, qui sont citées nommément. Je vais les réciter ici si vous voulez. Il y a Franck Diongo qui est là. Il y a Eugène Diomi Nongala qui est là. Il y a Wit Moulongo. Il y a Mouyambo, il y a Jean-Claude Mouyambo qui est là. Et il y a d'autres qui peuvent être cités. Pourquoi ces gens-là ne sont pas libérés? Il y a les cas de personnes qui sont poursuivies de manière injuste et pour lesquelles la Senko elle-même a mené des enquêtes et a conclu à la mascarade. C'est le cas de poursuite de Mouyambo, la poursuite de Moïse Katumbi, que ce soit pour le dossier des mercenaires. Mais la Senko n'est pas la justice. Mais la Senko n'est pas la justice. On va dire aussi que la Senko n'est pas une institution, mais qui avait chargé la Senko de mener cette médiation? Je pense que c'est le président de la République lui-même. Donc, il a donné certaines facultés, certaines possibilités à cette Senko parce qu'il était fin mandat et il était en bout de course. Et c'est la Senko qui a pu mettre tout le monde autour d'une table. Et puisque nous nous sommes plaints qu'il y avait des procès politiquement motivés, la Senko a fait des vérifications, a vu qu'effectivement c'était des mascarades de procès. Aujourd'hui, parce qu'on parle encore de décrispation politique, mais vous savez que tout ce qui avait été prévu, notamment le changement libre des membres du bureau de la CENI, dont notamment celui de l'UDPS. Rien n'a été fait jusqu'à ce jour. Au niveau du CESAC, les changements auraient dû déjà intervenir, puisque le CESAC était déjà fait mandat. Cela n'a pas été également fait. Au niveau de l'ouverture des chaînes, RLTV, je l'ai vu aujourd'hui. Non, ça c'est une seule chaîne. Au Katanga, par exemple, il n'y a aucune chaîne de l'opposition qui a été réouverte. Au niveau de la fermeture de l'espace politique par la RTNC, pour permettre aux opposants de passer, je pense que rien n'a été fait. Et dans le même ordre d'idée, lorsque vous voyez le déploiement sur le terrain, je crois qu'on l'a rappelé hier, c'est que au niveau de l'intérieur, toutes les activités de l'opposition sont
rejeté, alors que nous voyons le secrétaire permanent du PPRD en train de circuler en distribuant de l'argent dans tous les coins de la République. Au Lualaba, dans la province du Lualaba, il y a Kyung Wakumwanza qui a fait un meeting de ensemble. Kyung Wakumwanza a fait une rencontre dans un espace fermé et il est venu en lançant un défi parce qu'il lui était interdit de se réunir là-bas. Et ici à Kinshasa, le 9, c'est le samedi, vous serez en meeting dans une place publique. Nous espérons que le meeting va effectivement se tenir. Parce que ce que nous craignons également du pouvoir en place, c'est quoi? C'est qu'on veut ouvrir certains petits coins pour faire croire à l'opinion et au monde qu'on a ouvert l'espace politique. Parce que Kinshasa devient comme une vitrine. Ce qu'on voudrait bien, c'est que ce soit au sud Kivu, au nord Kivu, dans la Tchopo, au Lualaba et partout, que l'espace soit ouvert, qu'on ne nous donne pas une petite vitrine. Et encore, nous, on est en train d'attendre. Monsieur Christian Mwando, il y a cela une année, c'était difficile pour que vous, de l'opposition, teniez de meeting. Mais aujourd'hui, au moins, dernièrement, c'était l'UDPS. Vous ne trouvez pas qu'il y a un pas qui a été franchi? Non, moi je dirais que non. Non, pourquoi? Parce que l'UDPS, regardez le contexte dans lequel on a laissé l'UDPS faire son meeting. C'est dans le contexte où Joseph Kabila était convoqué à la SADC pour faire l'évaluation du processus électoral, notamment de la décrispation. Donc, il a un peu fait semblant de lâcher du lest pour avoir quelque chose à dire. Par la même occasion, dans cet espace, vous avez vu qu'il a fait signer rapidement le protocole d'accord, soi-disant pour faire revenir le corps du patriarche Tshisekedi. Et dès qu'il a fini cette réunion, tout ce qu'il avait promis a été tourné. Nous craignons que cette tendance ne continue. Parce que si je dois rajouter d'autres éléments qui viennent de se dérouler ces jours-ci, vous avez notamment le fait que le PND, parti membre d'Ensemble, a été vandalisé, pas plus tard qu'il y a 3 jours. Vous avez la tentative d'enlèvement de l'honorable Kibala qui est parti installer ensemble à Bukavu. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune évolution positive. Parmi les prisonniers emblématiques, vous avez cité 8 là, entre nous, les leaders dans Ensemble. Vous êtes beaucoup. Oui. Vous êtes plus de 8. Mais pourquoi vous voulez seulement réduire ou bien bloquer la machine ou incriminer la machine, le processus électoral, parce que 8 de vos membres sont en prison? Non, écoutez, soyons je n'ai rien contre eux, d'ailleurs. Je sais qu'ils vont nous suivre. Soyons clairs. Mais pourquoi vous réduisez? Soyons clairs. Oui, allez-y. Soyons clairs. Nous devons être clairs. D'abord, même s'il s'agissait d'un seul membre, on doit dire non, parce que ce n'est pas Joseph Kabila ou son groupe qui doit décider qui peut être candidat, qui ne peut pas être candidat. On ne peut pas s'approprier du pays et commencer à exclure même un seul Congolais. Ça, on ne peut pas le permettre. De deux, je l'ai dit et je l'ai clarifié ici en disant que pour nous, nous avons au sein de l'accord des cas qu'on a dit des cas emblématiques, c'est-à-dire des cas que la population doit regarder pour dire que si là ça bouge, ça veut dire qu'il y a une volonté manifeste d'aller de l'avant. Aujourd'hui, parmi les cas qui sont cités nommément dans l'accord comme cas emblématique, personne n'a été libéré et il n'y a aucune avancée. Quand on ne va pas revenir... Mon idée là, est-ce qu'il est, je ne sais plus à quel moment il est sorti lui-même, mais c'est à vérifier. Moïse Katumbi, vous savez qu'il a des problèmes avec la justice, mais vous le présenterez comme candidat. Ça aussi, c'est provoquer aussi la justice, non? Non, Moïse Katumbi n'a pas de problème avec la justice. Moïse Katumbi est un homme qui est recherché par Kabila. Kabila cherche sa tête parce que dans ce pays, dès lors qu'une personne capable d'être élue, choisie par le peuple congolais, se déclare candidat président de la République, il devient l'ennemi personnel de Kabila. Mais parce il ne l'a pas fait en 2011 avec Étienne Tshisekedi. Il y a Moïse, il y a Adolphe Muzito, il y a Fayoulou dernièrement aussi qui va se présenter comme candidat, mais le chef de l'État ne l'a pas attaqué. Non, mais écoutez,
l'ancien chef de l'État, qui est encore en exercice aujourd'hui, a des cibles. Je pense, en 2011, vous savez très bien que la veille des élections, le président Tshisekedi l'a échappé belle lors de son retour à Kinshasa. Ici, Moïse Katumbi est attaqué depuis qu'il a proclamé sa candidature à la présidence de la République. Il est attaqué non pas par la justice, parce que vous avez vu, et la justice elle-même s'en est expliquée, notamment la juge Ramazani, que la justice est instrumentalisée contre un homme. Lisez le rapport des évêques et vous serez édifiés. La question des mercenaires est une affaire tout à fait fausse. Vous avez eu un ministre de la Justice qui est passé à la télévision, qui nous a parlé de 600 mercenaires. Aujourd'hui, il est incapable de nous montrer un mercenaire qui se retrouverait en prison. Incapable de nous montrer un mercenaire. Ça fait 2 ans, je crois que l'enquête était en cours. Et au lieu de cela, on a une lettre pour transférer le dossier de Moïse Katumbi à la Cour suprême qui est écrite par le procureur général et le procureur général précise dans la lettre sur injonction du ministre de la Justice. Injonction, c'est-à-dire le procureur général n'a pas été libre par rapport à ses propres conclusions de décider s'il envoie ou pas. Il a reçu l'injonction du ministre de la Justice qui par ailleurs n'a pas su nous démontrer où sont les 6. Deuxième dossier, un dossier aussi... Sur les immobiliers. Oui, dossier immobilier. Le grand frère, le propre grand frère de Moïse Katumbi, continue à clamer jusqu'aujourd'hui que cette maison est à lui. Mais pourquoi laisser celui qui se proclame propriétaire de la maison et suivre celui qui n'en est pas propriétaire? Lorsqu'il y a spoliation, ça veut dire que j'ai pris votre bien, exact, je me le suis approprié. Mais lorsque votre collègue dit que non, ce bien n'est pas à M. Mboma, ce bien est à moi. Comment moi je peux être accusé alors que le propriétaire du bien est là et jamais le propriétaire du bien n'a été appelé, entendu ou poursuivi? On suit quelqu'un qui n'est pas propriétaire d'un bien. Je crois que ce sont des montages grossiers qui sont très faibles et qui ne peuvent pas tenir. L'affaire de la nationalité italienne n'est pas montée par le pouvoir en place. Mais, cher Mboma, il y a un problème très clair. Le problème de la nationalité n'est pas un problème en soi pour nous. Pourquoi? Parce que ce n'est pas maintenant et ce n'est pas un groupe qui doit décider que d'ores et déjà, l'un des candidats potentiels ne peut pas être candidat parce qu'il aurait une autre nationalité. Non. Eux devaient attendre que la personne incriminée, en l'occurrence Moïse Katumbi, vienne avec sa candidature, qu'il la dépose et que eux lui fassent en ce moment-là un contentieux pour dire que la personne en question n'a pas le droit de poser la candidature parce qu'elle a une nationalité étrangère. Mais tout ça, c'est prématuré. Les gens sont paniqués. C'est la peur qui leur fait faire des erreurs aussi grotesques. On attend, les téléspectateurs attendent cette réponse. Vous êtes proche de Moïse Katumbi. Il avait la nationalité italienne, oui ou non? Moi, je ne peux pas répondre à cette question parce que moi, j'ai travaillé avec Moïse Katumbi, qui était gouverneur de la province du Katanga, donc il avait la nationalité congolaise. Mais quand vous aviez appris ça aussi par voie de la presse, qu'il avait détenu entre 2002 et 2017 la nationalité italienne, vous aviez regretté de travailler avec un étranger? Non, pas du tout, parce que moi je connais les parents de Moïse Katumbi. Je n'ai aucune raison de penser qu'il a une autre nationalité. Au cas où c'était vrai, moi, vous auriez regretté? Moi, je ne peux pas aller dans des spéculations. Moi, je connais un homme qui a été élu plus de 2 fois en République démocratique du Congo, qui est passé donc par le parquet général, qui a passé toute la procédure concernant l'attestation de nationalité, parce que pour déposer sa candidature, il faut déposer aussi l'attestation de la nationalité. Lorsque Moïse Katumbi est interpellé en 2016, et moi je suis parmi ceux qui l'ont accompagné, le procureur général et tous ont attesté qu'il est citoyen de nationalité congolaise. Mais aujourd'hui, c'était avant que la Jeune Afrique révèle tout ça. C'est-à-dire qu'au niveau de la République démocratique du Congo, c'est Jeune Afrique qui remplace la justice. Ça, c'est
une chose. Et puis, moi, je regrette aussi beaucoup ces histoires, et c'est là où le parquet s'humilie, ces choses un peu sélectives. Pourquoi nous avons ici, dans ce pays, un monsieur qui a été directeur de cabinet de Kabila pendant des années, lorsqu'il a été nommé ambassadeur en Belgique, la Belgique l'a refuté sous prétexte qu'il a toujours été de nationalité belge et la Belgique ne pouvait pas accepter son propre citoyen comme ambassadeur d'un pays étranger. Il est rentré et vous savez ce qu'on a fait? Parce que là on le savait, on avait des évidences, on ne pouvait pas dire qu'on ne le savait pas. On l'a envoyé comme ambassadeur en Angola. Vous avez des gens, je vais citer le cas de Bosco Ntaganda. Bosco Ntaganda, qui a été nommé général dans ce pays. Il était général. Mais lorsque il est parti lorsqu'il est parti à la CPI, lui-même se proclame citoyen rwandais. Maintenant, moi je vous pose la question. L'autorité qui nomme toutes ces personnes étrangères à ces hautes fonctions en connaissance de cause. Est-ce que ce n'est pas dribblé comme Moïse Katumbi l'a aussi? Mais vous savez, ça peut arriver. Si vous êtes dribblé tout le temps, vous n'avez pas le droit d'être chef de l'État. Si vous êtes chef de l'État, vous êtes censé. La faute, c'est à celui qui est dribblé ou bien à celui qui dribble. Ah non, quand on est chef de l'État, on ne doit pas se faire dribbler tout le temps, par tout le monde. Et sciemment, parfois, comme je vous donne des cas précis, il est conscient. Parce que si vous êtes dribblé tout le temps en tant que chef de l'État, vous mettez votre nation en danger. Parce que si vous êtes capable de nommer au rang de généraux des étrangers, ça veut dire que vous êtes un problème vous-même. Aujourd'hui, à voir ce qui se passe, il est difficile que Moïse Katumbi puisse rentrer au pays. C'est très difficile. Il faut être réaliste. Mais c'est difficile pour qui? La justice l'attend. Mais non, arrêtez de me parler... C'est ça la réalité. Arrêtez de me parler d'un instrument de Kabila que vous affublez du nom de la justice. Moi, je vous confirme ici, et vous devez en prendre date, que Moïse va rentrer en République démocratique du Congo et il sera candidat à ces élections présidentielles. Au cas où il ne rentre pas, le plan B. Il n'y a pas de cas où il ne rentre pas. Moïse Katumbi va rentrer, je vous le confirme. Donc il n'y a que Moïse Katumbi qui peut conduire ensemble. À part lui, il n'y a personne. Nous, au niveau d'ensemble, au niveau de Congolais, nous pensons que ce n'est pas un individu, fut-il chef de l'État, qui doit imposer les choix à la République démocratique du Congo. C'est le peuple congolais qui doit se désigner la personne qu'elle veut. Vous êtes là en train de parler à la télévision, on ne vous inquiète pas. Mais lui, ça, on l'inquiète parce qu'il y a des problèmes. Non, écoutez... Je l'ai dit tantôt, Adolphe Mouzito, Martin Fayoulou, il y a beaucoup de gens aussi qui se sont prononcés. Écoutez, moi je vais vous poser la question. Vous allez me dire alors donc aussi que mon ami Jekoko Mulumba, il a des problèmes. À partir du moment où il a quitté la mouvance présidentielle, Jekoko Mulumba devient la bête à abattre. On est même allé jusqu'à le juger sur son lit d'hôpital. Vous allez me parler de la justice. Non, écoutez, arrêtons ça. La justice n'existe pas. La personne veut choisir qui elle veut pour diriger ce pays et ce n'est pas sa qualité et elle n'a pas le droit. En commençant cette émission, j'avais dit que nous sommes à pratiquement quelques semaines pour le dépôt de candidature à la provinciale. Ce sont des signaux forts qui démontrent que nous allons aux élections. Qu'est-ce que vous attendez de plus? Qui va vous rassurer que réellement les élections seront crédibles, tout ça? Mais je l'ai dit en prélude, c'est la décrispation politique et l'ouverture de l'espace politique. Mais si aujourd'hui, moi, je n'ai pas le droit d'aller dans ma circonscription électorale, de tenir un meeting, de me réunir avec mes membres, mais comment je vais aller à ces élections? Parce que je dois quand même parler à mes partisans. Mais si cela est interdit, comment veux-tu que ces élections soient crédibles? Si une partie de nos concitoyens est emprisonnée et captivée par la mouvance présidentielle, et comment voulez-vous que ces élections soient crédibles? Donc, c'est tous ces éléments-là. Si l'espace médiatique n'est pas ouvert, si l'équilibre au sein de la CENI, par l'entrée
des opposants n'est pas rétabli, comment allons-nous aller à ces élections? Il ne faut pas qu'on nous trompe pour dire on va aux élections, oui, on a fixé le calendrier, oui, préparez-vous, oui, on va voter avec la machine, oui, tout le monde doit y aller. Non, ce n'est pas comme ça. Les élections ont quand même des conditions qui doivent être réunies, et c'est ces conditions-là qu'on vous donne. Et donc, au cas où Moïse ne vienne pas, vous n'avez pas de plan B, vous nous dites qu'il va revenir. Quelle garantie vous avez qu'il va revenir? Et pourtant, ici, la justice. Vous avez utilisé les gros moyens, comme il a dit lui-même? Et pourquoi pas? Quels sont ces gros moyens? Non, mais ces gros moyens, est-ce que quand vous êtes en politique et que vous avez une stratégie, est-ce que c'est sur le plateau de télé qu'il faut donner l'ensemble de votre stratégie politique? Mais ce qui est vrai, c'est que les moyens seront pacifiques et Moïse va revenir et Moïse sera candidat. Moïse, candidat pour porter le projet de société des Ensemble. Mais en regardant bien ce projet, c'est pratiquement les 5 chantiers. Hein. Pratiquement. Non, écoutez, attention. Moi, je n'ai jamais vu un projet de société. C'est même pas un projet de société. Hein. Nous, ce que nous avons, c'est un programme. C'est que les 5 chantiers, je crois que c'était un petit livre de 12 pages. Que vous aviez soutenu à l'époque. Que nous avons accompagné. Voilà. Mais tout ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, avec le programme que nous avons, qui est un programme détaillé, ça n'a rien à voir. 100 milliards en 5 ans, c'est une utopie. Hein. 100 milliards en 5 ans n'est pas du tout une utopie, parce qu'on a réussi justement à vous faire douter de vous-même. On a été ramené à un niveau tellement bas qu'on commence à croire que 100 milliards pour la République démocratique du Congo, c'est rien. Pourquoi? Je vais vous dire. Quand vous étiez au Katanga, vous n'avez pas ce que vous aviez... Quand nous étions au Katanga, nous avons multiplié en 6 ans, 7 ans, par 40 les recettes de la province, les faisant passer de 21 millions de dollars à presque 800 millions de dollars. On dit que c'était d'ailleurs les miettes, parce que les autres là prenaient des directions obscures. Mais justement, c'est là où... C'est ce qu'on vous accuse. C'est là où on attendait les gens qui accusent Moïse Katumbi. Pas des broutilles comme une résidence qui peut acheter même 5 ou 6. Là où les gens attendaient la mouvance présidentielle, c'est de dire, voilà là où Moïse Katumbi a volé. Mais non, Moïse Katumbi n'est pas là. Il y a des inaugurations... Des inaugurations des bâtiments privés. Attention. Le gouvernement n'est pas un bâtiment privé. Il faut faire attention. Il y a des routes qui sont réhabilitées. Moïse Katumbi a fait la route Lubumbashi-Kolosi, asphaltée avec l'un des plus grands ponts de la République. Les gens disent Moïse Katumbi a réhabilité plus d'écoles que personne ici en République démocratique du Congo. Tout ce qu'il a fait, c'était pour son propre bien. Son propre bien, ça veut dire quoi? Oui, puisque Moïse considérait que son bien, le bien de la population, c'était son bien. Il avait privatisé tout, il était dans les maïs, dans le transport. Mais ceux qui disent ça, aujourd'hui, on leur a laissé l'espace libre. Si cela était vrai, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et aujourd'hui, ils ont le terrain libre. C'est justement là, vous, en tant que journaliste d'investigation, Moïse Katumbi n'est pas là pour vous empêcher d'investiguer. C'est là où il devait nous sortir les éléments. Moi, je vais vous dire que Moïse Katumbi est un homme qui, rarement dans l'histoire de ce pays, a fait des choses incroyables. Je vais vous dire que, par exemple, au Katanga, pendant les 5 dernières années, les examens d'État étaient payés par le gouvernement provincial avec l'argent de la province. Je peux vous dire que pendant le règne de Moïse Katumbi, on est arrivé à commencer à payer tous les centres médicaux de référence de la province du Katanga à l'équivalent pour leur fonctionnement de 15 à 20 000 dollars chaque mois. Moïse Katumbi est arrivé à doter l'ensemble des territoires de la province du Katanga des ateliers routiers pour que chaque province puisse être capable de faire ses propres routes de desserte agricole. Et ça, ce sont des exemples parmi tant d'autres qui démontrent, et c'est pour ça que moi je suis Moïse Katumbi, que c'est un homme qui a une vision et qui veut travailler, et ce pays peut changer. Pour en revenir à la question qui vous intéresse tant des 100 milliards, je vais vous dire, aujourd'hui, le pays est capable, sans effort, à faire 6-7 milliards de dollars. Le ministre des Finances lui-même, dans une conférence il n'y a pas longtemps, a dit que nous avons pratiquement un coulage des recettes de 10 milliards par an. Ce qui fait, si on cesse le coulage, on est plus ou moins à 17 milliards par an. Si vous faites un effort donc supplémentaire, vous arrivez à 20 milliards par an. 20 milliards x 5, ça fait 100 milliards.
Donc, il n'y a pas de magie. Maintenant, si je dois faire une petite analyse comparative, allez-y. Si je fais le budget de l'Angola divisé par le nombre d'habitants, le budget de l'Angola divisé par le nombre d'habitants arrive à plus ou moins 3 milliards par habitant, 3 000 $ par habitant par an. Vous savez, le budget du Congo divisé par le nombre d'habitants, on est à 121 $ par habitant par an. Si nous devons arriver au budget par habitant au même niveau que l'Angola, nous devons avoir un budget annuel de 200 milliards de dollars. Donc vous comprenez qu'il y a des efforts qui doivent être faits et nous, en tant qu'ensemble, avec Moïse Katumbi, nous sommes prêts à porter ces efforts et dans 2-3 ans, la République démocratique du Congo va être complètement transformée. Certains observateurs estiment que Moïse Katumbi ne sera pas capable de défendre. C'est vous, ses acolytes, qui vont défendre ce projet. C'est vrai, aujourd'hui, Moïse est capable de défendre ce projet en face de notre candidat président de la République. Mais Moïse... Ça s'est dit, vous l'avez certainement écouté aussi. Non, moi, je n'ai pas écouté ça, mais je dis que Moïse, ce n'est pas quelqu'un qui est né de la coulisse de Jupiter. Moïse travaille depuis une trentaine d'années. Et il travaille depuis une trentaine d'années et il a dirigé une province comme le Katanga en faisant le modèle de la République démocratique du Congo. C'était pas l'effet de la télévision. J'attends. Ben, je crois que vous avez suivi Mouyej, vous avez suivi Ngoï Moukena, vous avez des gens que vous ne pouvez pas soupçonner aujourd'hui d'avoir été dans le camp de Moïse. Ce sont des gens qui ont dit que c'était le meilleur gouverneur. Vous avez suivi Vital Kamerhe en son époque, où on a commencé à envoyer chaque année tous les gouverneurs de province pour venir faire des stages au Congo pour apprendre de Moïse. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va avoir peur d'un plan, ou bien qui ne saura pas défendre un plan, parce qu'il est parmi les concepteurs de ce plan, et il a une expérience suffisamment solide que pour défendre personnellement ce plan et pouvoir l'appliquer. Le 9, c'est dans quelques jours. Vous aurez un meeting, ce sera où? C'est à la place Sainte-Thérèse Angélique. Finalement, on vous a accordé. Hein. Jusque-là, on nous a accordé ce meeting et nous attendons voir et de le vivre en réalité. En fait, l'objectif, c'est quoi? Parce que ce n'est pas aussi une campagne précoce aussi. Non, l'objectif, vous savez que d'abord, premièrement, nous faisons la première sortie depuis que Ensemble existe, en tout cas dans la province, dans la ville-province de Kinshasa. C'est la première fois que Ensemble va se présenter au public. Nous devons présenter nos structures, nous devons présenter notre programme, nous devons insister et rappeler que notre candidat va venir. Peut-être à cette occasion, d'ailleurs, il y aura certainement une surprise qui va attendre tout le monde le 9 juin à Sainte-Thérèse. Quelle est la surprise? Nous ici, ça va rester entre nous ici. Mais si je vous donne la surprise, elle ne sera plus une surprise. Voilà. Donc, ce n'est pas une campagne aussi précoce, hein? Non, ce n'est pas une campagne précoce. Parce que vous allez parler de votre programme, tout ça en détail. C'est aussi une campagne. Non, c'est une sensibilisation, une vulgarisation. Une vulgarisation n'est pas nécessairement une campagne électorale. Elle n'est pas centrée sur un poste ou un homme, mais elle est centrée sur ce que nous comptons faire pour la République démocratique du Congo et comment nous comptons nous y prendre. Vous avez quitté la majorité présidentielle en 2016. Après avoir accompagné, en 2015, après avoir accompagné le chef de l'État durant près de 10 ans. Mais aujourd'hui, vous l'incriminez. Est-ce qu'on ne trouve pas même que vous êtes aussi, quelque part, aussi responsable de ce bilan? Toute personne qui a travaillé avec Kabila assume la responsabilité de ce qu'elle a fait. Moi, je suis responsable de ce que j'ai fait. Moïse Katumbi est responsable de ce qu'il a fait. Donc si aujourd'hui vous dites du bilan négatif, donc vous avez aussi une part de responsabilité. C'est-à-dire, nous avons chacun, si celui qui a mal travaillé, a sa part de responsabilité. Nous, aujourd'hui, nous n'avons pas peur de venir défendre ce que nous avons fait. Et à notre décharge, d'ailleurs, lorsque nous sommes arrivés en 2015, nous avons dit, d'ailleurs depuis 2014, nous avons dit à Kabila qu'il doit laisser le peuple congolais se choisir ses nouveaux dirigeants. Ça veut dire quelqu'un qui n'a pas peur de la démocratie, de se présenter devant le peuple. Parce que ce qui fait peur souvent aux gens, c'est quoi? Au niveau des élections et de la démocratie. C'est de rentrer devant le peuple, puisque le peuple doit nous rejuger par rapport, par exemple, à ce que vous dites. Moi, j'ai une circonscription électorale. Quand je vais aller, les questions telles que vous les posez là me seront posées.
Et je dois me justifier. C'est ça le devoir de la redevabilité. Et je pense que Moïse Katumbi, le G7, nous n'avons pas peur d'aller répondre de nos actes devant notre population au moment des élections, parce que nous sommes conscients de ce que nous avons fait. Est-ce que vous et du croyez travail à que la nous avons abattu. candidature unique de l'opposition à la présidentielle? J'y crois, je crois que c'est possible. Au cas où ce n'est pas Moïse Katumbi, vous serez prêt à soutenir un autre candidat de l'opposition? Si c'est l'accord que nous trouvons tous au niveau de la majorité, de l'opposition, pourquoi pas? Donc Moïse Katumbi n'est pas indispensable. Il y a quelqu'un qui vous dit qu'une personne, quelle qu'elle soit, est indispensable. Je crois que cette personne vous trompe, parce que personne n'est indispensable, même pas moi-même. Mais moi, je crois en Moïse Katumbi et je veux que ce soit lui, parce que je trouve que c'est lui qui est le mieux à même de redresser rapidement notre pays et de mettre fin à la misère de notre population. 2015, vous avez quitté ou on vous a poussé à la sortie, à démissionner. Ce n'est pas un acharnement, vous êtes fâché parce qu'on vous a poussé à la sortie, ce n'est pas de l'opposition concrète ce que vous faites. Non, écoutez, non, il ne faut pas détourner les choses telles que les simplifier de cette manière-là. On vous traite d'aigris. Non, 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 non. Les aigris, sont les gens qui ont voulu rester dans une position et qu'on a chassé éventuellement. Attention, nous avons écrit à Kabila 4 fois, pour lui dire qu'il doit arrêter avec les troubadours qui sont en train de l'encenser tous les jours, et il doit préparer les élections et aider le peuple à se choisir ses nouveaux dirigeants. On nous a menacé 1 fois, on nous a menacé 2 fois, on nous a menacé 3 fois, on nous a dit la 4e fois, vous partez. Nous avons fait la 4e fois et nous sommes partis. Et moi, notamment, parmi tant d'autres, Moïse Katumbi, Pierre Lumbi, Olivier Kamitatou, j'ai démissionné d'un poste. Parce qu'on vous a poussé à Non, démissionner. on ne m'a pas poussé à démissionner. Parce que, dans le même cas, il y a d'autres qui ont trahi la cause et qui sont restés au pouvoir. Je ne vais pas citer le nom de beaucoup, vous connaissez, ceux qui étaient à l'UNADEF, qui ont trahi l'UNADEF pour pouvoir rester en fonction, qui étaient à l'ARC, qui ont trahi l'ARC, qui ont trahi le MSR pour pouvoir rester en fonction. Nous n'en avons pas fait partie parce qu'on nous a demandé si nous voulions rester en fonction de pouvoir accompagner ce processus et nous avons refusé. Donc, de ce côté-là, nous sommes parfaitement à l'aise. Vous dites que vous aviez raison. Parce que oui, nous avions parfaitement raison. ce n'était pas des procès d'intention. Le chef n'a pas modifié la Constitution. Il n'a. Écoutez, je crois qu'on il ne s'est pas déclaré candidat. Quand on a posé la question à M. Mende en 2012 ou 2013, il avait dit qu'il y aurait une remise et reprise civilisée en 2016 entre Kabila et son successeur. Je crois qu'on est en 2018. Le procès d'intention n'existe plus. Les faits de trahison sont établis parce que nous sommes avec quelqu'un qui est en dehors de son mandat. Kabila, s'il y avait des procès... L'accord de la Saint-Sylvestre, la Constitution, l'article 71... procès d'intention, Kabila aurait dû déjà partir, organiser les élections et partir en 2016. Il y a 2 ans, Kabila est hors mandat. Il a usurpé. Et ça, ce n'est pas acceptable. Donc, il n'y a pas de procès d'intention. Il y a les faits qui sont visibles. Et sans la force de tous, et sans un peuple debout, je vous dis que son intention n'est pas de quitter le pouvoir aujourd'hui ou demain. Il n'a jamais dit ça. Il n'a pas besoin de le dire, il le fait, on le voit. On n'a pas révisé la Constitution. Il est en plein dépassement, mais il n'a pas révisé la Constitution. Mais avec ces juristes de pacotille, ils ont trouvé une astuce. Il suffit de ne pas organiser les élections, même pendant 30 ans, et rester au pouvoir 30 ans supplémentaires. Voilà. Mais c'est la Constitution. Non, ce n'est pas ça la Constitution. On ne va pas. Ce débat. Donc ce sera votre dernier mot. Ce débat a été suffisamment fait. Ce sera votre dernier mot, honorable. Mon dernier mot, c'est de dire ici, le peuple congolais ne demande pas grand-chose. Nous, en tant qu'opposants, on veut que tout le monde aille rendre compte auprès de la population. Nous demandons également que le combat soit correct, qu'il soit transparent, qu'il y ait un combat à la loyale et pas des gens qui confisquent tout et qui ferment l'espace politique. Le peuple congolais a bien le droit aujourd'hui de changer de vie, d'avoir une alternance. Et ce n'est pas un groupe d'individus
qui doit confisquer l'avenir du peuple congolais en lui refusant de se choisir librement ses dirigeants. Merci beaucoup, honorable Christian Mwando, d'avoir répondu à notre invitation. J'espère que ce n'est pas la dernière. Hein. Merci. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un nouvel invité. Au revoir.